Soleil sur vous, citoyennes et citoyens. C'est à la fois un soulagement et une fierté de vous montrer enfin cet épisode ultime. Qui nous a donné du fil à retordre. Du fil, moi je dirais même des câbles, des gros nœuds de câbles à retordre, des trucs... En effet, vous le savez, on prépare l'année 2303 et à cette occasion on a lancé notre crowdfunding pour le making of et le moyen-métrage Nexus 6. Et franchement, merci à toutes et à tous parce que vous avez été au rendez-vous. Et ça, c'est incroyable. Si jamais après cet épisode vous avez envie de nous aider, sachez que c'est encore possible parce que la campagne dure jusqu'au 15 janvier, donc il reste encore un peu de temps. Il y a toutes les contreparties qui sont disponibles. Allez-y, faites votre choix, il y en a pour tous les goûts. En attendant, on espère que vous allez apprécier ces 40 dernières minutes de la trilogie Nexus 6. Bonne séance et merci infiniment de faire vivre cette épopée fantastique. Épopée de science-fiction. Fantastique. Non mais Selection, c'est de la science-fiction, ok? Oui, mais il y a ce débat là sur Star Wars, non, tu sais... on va pas commencer avec ça, hein. Ça va? Vous avez trouvé Gaius? Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Pour changer... Ces putains d'enfoirés ont encore augmenté la prime. Du coup, tout le monde s'intéresse à nous et à nos jolies petites gueules. On pourra aller nulle part sans qu'on nous reconnaisse. Morphol... T'as vu ce qu'on a fait à tes potes? Si tu veux pas qu'on te fasse la même chose, alors grouille-toi! M'en fous. Vous pouvez me faire ce que vous voulez, même me tuer, je dirais rien. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ça bouge pas mal. Tenez-vous prêts à dégager, ok? En fait, je suis comme mon père. Quoi? Ah ouais, mon père. Quand Non, j'étais non, petit, attends, je t'arrête il tout de arrêtait suite. pas. J'en ai rien à foutre de ta vie. Comment on prend ces merdes? Pas plus d'une pilule par jour. Capitaine, faut qu'on se casse! Et ne convient pas aux schmirlap de moins de 8 ans et à tout type de femelle enceinte. Et vous attendez quoi là? Ok, téléporte-nous. Barbut, dégage-nous de là. Slexno! Ça va? Elle est là. Non. Slexno! Qu'est-ce qui t'arrive? Putain, reste avec nous! Allez! Allez, respire! Slexno! Slexno! Le cinéma est un art total, bien loin de ne concentrer que l'unique savoir-faire de braquer son objectif sur un truc et d'appuyer sur REC. Au corps de métiers évidents que sont les ingé-sons, les cadreurs, responsables maquillage, responsables effets spéciaux, monteurs, costumiers, etc. se sont ajoutés de nombreux métiers et savoir-faire qui ont apporté une véritable plus-value à la création cinématographique, notamment en apportant toujours plus de réalisme dans ce que l'on voit. Paysagistes, experts en maniement des armes, dompteurs, cavaliers, chorégraphes de combat, et j'en passe, n'oublions pas également les professions annexes qui sont devenues d'une importance capitale
pour le bon déroulement d'un tournage. Logisticien, event manager, project manager, transporteur et le mec qui s'occupe du café. Bonjour, je suis Bernard. Bref, le cinéma en se modernisant mobilise différentes forces. Il est devenu un tsunami créatif qui emporte les corps et les esprits dans un même objectif. Et ce tsunami a trouvé une de ses plus grandes déflagrations en 2009 avec la sortie du gigantesque Avatar. Gigantesque à de nombreux niveaux, puisqu'il marquera l'histoire du cinéma non seulement au box-office, en étant le plus grand succès de tous les temps lors de sa première sortie. Battu par Avengers Endgame 10 ans plus tard, il le redépassera avec sa seconde exploitation en 2022. Mais aussi par ses ambitions techniques, marottes de son réalisateur, James Cameron. Même si ce film est bien plus que cela, puisqu'il est à mon sens assez singulier dans sa filmographie. Il y a clairement un avant et après Avatar. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, le gros morceau du début du 21e siècle. Un film que... j'avais détesté à sa sortie. Il est prêt. Sa puissance sera enfin à nous. Mais pourquoi 30 ? Mais c'est écrivain. Mais c'est n'importe quoi, votre menu. Mais vous pouvez pas mettre les taxes directement dans le prix? Ah ouais. Mais moi je suis pas un employé d'une corpo. Mais non, je ne veux pas de pimentol, putain. Je sais. Je sais où est le copilote. Avatar nous plonge en 2154. L'humanité n'a pas trop changé, puisqu'en gros ce sont des gros cons bellicistes qui ont complètement foutu en l'air l'écosystème de la Terre. On suivra l'histoire de Jake Sully, un Marines biplégique. James Cameron adore les Marines. C'est même chelou. Dans Aliens, des Marines. Dans Abyss, des Marines. Dans Titanic, des marins. Oui, qu'est-ce que vous voyez? Un iceberg droit devant! Renversez la vapeur! Mon bateau à moi! Jake Sully sera envoyé sur Pandora, une exolune qui a pour particularité d'être la source d'un minerai primordial pour les besoins énergétiques des humains, l'unobtainium. Sauf qu'il se trouve qu'il y a aussi des navis, une espèce sentiente qui vit en harmonie avec l'écosystème de leur monde, donc autant dire que les humains qui débarquent pour tout saloper, ça s'est pas fait sans problème. Et si on a décidé de trimballer notre ami à 5 années-lumière de chez lui, c'est tout simplement parce que son frère jumeau est mort et qu'il faisait partie d'un programme scientifique très particulier, le programme Avatar. Ça consiste à envoyer l'esprit d'un être humain dans un clone hybride humain et Navi, et Jake, partageant les mêmes gènes que son défunt frère, c'est tout bénef. En tout cas, l'objectif est de faciliter les échanges avec les Na'vi et d'essayer de maintenir des relations cordiales. Mon père décide s'il faut te tuer. Enchanté, monsieur. Sauf que la nature humaine étant ce qu'elle est, vous vous doutez bien que rien ne va se passer comme prévu. Le colonel Quaritch est le responsable de la base. C'est aussi un homme dont on voit tout de suite la profonde humanité. Il recrute Jake pour que celui-ci lui fasse des comptes rendus détaillés de son expérience. Il espère ainsi en savoir plus sur les faiblesses des autochtones pour pouvoir mieux leur éclater la tronche. Jake rencontre Neytiri, la fille du chef des Zomaticaya. Elle va le prendre sous son aile et lui enseigner les rites et coutumes de leur peuple. Donc autant dire que Jake, il s'éclate avec les Na'vi. Hein? En même temps, quand ça fait des années que tu peux plus courir et que tu peux plus baiser, oui, baiser, parce qu'on en parle peu de la misère sexuelle des personnes en situation de handicap, eh ben t'es plutôt content d'avoir de nouveau du matos en état de marche, même si il est dans tes cheveux. C'est dingue, ce machin. Et que si tu veux faire du cheval, t'es techniquement obligé de t'envoyer en l'air avec lui. C'est pieds. Jake, par la force de l'amour, va finir par se ranger du côté des Na'vi, et après moult péripéties que je vous épargne, il va fomenter une rébellion, Neytiri va tuer Quaritch, les humains seront renvoyés à leur pénate, et notre héros transférera définitivement son esprit dans un corps de Na'vi. Happy End! Qu'est-ce que j'ai pu être déçu lors de la sortie de ce film. Quoi? Il y a du nouveau ici. J'arrive. Et je ne suis pas le seul à ne pas avoir partagé l'engouement général. Sauf que je ne me retrouvais pas dans les critiques qui ont souvent été faites au film, notamment son scénario, auquel on reprochait un manque d'originalité. En gros, on a souvent accusé Avatar de n'être qu'un vulgaire remake de Pocahontas avec des schtroumpfs balèzes à la place des natifs américains. Et oui, Avatar reprend les grandes lignes de cette histoire, les chansons en moins. Mais on peut reprendre des grands classiques, on peut recopier les histoires de mythes universels et millénaires, tout en proposant quelque chose d'original, tant dans les thématiques abordées que dans la forme. En fait, ma déception fut déterminée par un unique facteur, les attentes démesurées que j'avais pour ce film. On
peut le dire, la communication autour d'Avatar s'est pas gênée pour faire monter la sauce pendant des années avant sa sortie. Que ça soit avec le casting et la technologie incroyable qui avait été développée pour faire honneur aux ambitions visuelles du film, ou encore James Cameron himself, qui nous promettait une aventure sans précédent, et une planète extraordinaire, d'une dangerosité et d'une originalité comme on n'en avait jamais vu au cinéma. J'étais gonflé à bloc lorsque j'ai été voir le film. Et à la sortie, clairement, j'avais pas vu ce que j'espérais. Déjà, concernant la dimension technique, j'attendais beaucoup mieux. Si l'animation des 3 personnages principaux, c'est-à-dire les comédiens les plus bankable du film, avait clairement bénéficié d'une attention toute particulière, j'avais trouvé que ce n'était pas le cas pour les personnages secondaires. Que cela soit Tsutei ou les parents de Neytiri, dont je trouvais les visages moins expressifs et leurs mouvements plus saccadés. Le film prenait donc le risque de faire coexister des personnages humains réels avec des Na'vi bien faits, mais dont le photoréalisme n'était évidemment pas encore parfait, avec d'autres encore moins réussis. C'est cette différence qui allait me donner un sentiment d'inachevé. Enfin, concernant la 3D, je l'avais trouvé parfaitement inutile. Mais bon, c'est vrai que j'ai jamais trouvé cette technologie suffisamment intéressante. J'avais pris une plus grosse claque devant la pub Haribo avant le film, mais on n'est pas là pour parler de ça. Bon, puis l'ambiance est bizarre. Et d'un coup, il y a un type qui débarque et qui ressemble au cochon dans les Tortues Ninja. Vous voyez, le gars avec la coupe de punk. Je vous dis ce que j'ai vu. C'est pas moi qui décide, ok? Merci, Slexton. De rien. Bon, vous savez pourquoi on est là. Ils l'auraient fait tous les deux. Ils seraient venus nous chercher. Alors oui, on sait pas où on va foutre les pieds. Mais est-ce que c'est pas pour ça qu'on vit toutes ces aventures? Le frisson de la mort. Le danger de vivre sur le fil du rasoir. Est-ce que c'est pas là qu'on se sent réellement en vie? Et tous ces risques pourquoi? Pour la plus belle des causes. Pour nos amis. Pour notre famille. Et c'est un honneur pour moi de vous dire... Merde, Cyril, tu peux pas faire moins de bruit quand tu bouffes, putain! Oui, et puis t'as mis ton dessert sur ta pizza. Me faites pas chier, hein! Quand je suis stressé, je fais non, je mélange tout, je mange n'importe quoi. N'importe comment, surtout. Bon, on va où exactement? Eh bien, je sais qu'ils sont à Mérinol, c'est déjà bien, non? C'est tout? Tu peux pas faire ton truc magique, là? Mais non, je contrôle pas, enfin, je suis pas une machine, bordel! Là où j'avais vraiment des attentes, c'était par rapport à l'univers. Et s'il y a bien quelques idées plaisantes, comme les champs de rochers volants, ce sont des choses qui ont déjà été vues, notamment dans la pop culture japonaise. Pour tout le reste, on est juste devant la forêt amazonienne. Voilà. Alors oui, une Amazonie qui brille, ça fait de la lumière quand on marche dessus. Oh, c'est joli! Mais rien de plus que la forêt vierge qu'on trouvait sur Terre jusqu'en 2035. L'idée du lien entre l'ensemble des êtres vivants, centrale pour le message écologique du film, m'avait paru peu originale, puisque cette interdépendance est présente sur Terre. Et pareil pour la faune. À part nous proposer des chevaux hippocampes chelous, des rhinocéros requins marteaux, des panthères lézards et des chiens... Oui, des chiens à six pattes, mais c'est quoi? C'est juste des chiens, soit merde. On repassera pour l'inattendu et le nouveau. Chaque créature du film a la même texture de peau. Pas de poils, pas de plumes, pas d'écailles, ou pire, pas d'attributs réellement différents de ceux que nous connaissons. Et si des limitations techniques ont certainement pesé dans ce choix, je pouvais pas m'empêcher de me dire qu'on n'avait pas été au fond de la démarche dans la création de cet univers. Tenez, même la planète Polyphème n'est qu'une version bleutée de Jupiter avec son gigantesque anticyclone. Comme si toutes les géantes gazeuses de l'univers se devaient d'en avoir un. Pandora n'était au final qu'une vision colorée et tape à l'œil de la Terre, très loin de présenter une altérité profonde avec le monde que l'on connaît. Et niveau reproche, c'est à peu près tout en fait. Sauf que ma déception m'a fait entrer au fur et à mesure du film dans une spirale de négativité. Et à partir de là, évidemment que la moindre chose un peu fragile du scénario allait me sauter à la gueule et prendre des proportions incroyables. L'histoire m'a ennuyé, je ne croyais pas aux réactions des personnages, Quaritch me paraissait stéréotypé, ou pire que tout, unidimensionnel, et ce gars-là... Il est mal fait, ça me saoule! Mais je m'en rends compte aujourd'hui, j'étais complètement biaisé en rentrant dans la salle. Les attentes que j'avais mis dans Avatar n'avaient rien d'universel. C'était des constructions purement personnelles. Et ça, c'est parce que c'était James Cameron qui était aux manettes. Du sang, du plastique, un bâtiment, c'est jaune. Je comprends rien. Il y a du son, comme des jeux vidéo, du sang encore. T'as le combat. Pac-Man, c'est Pac-Man. Le Triptych Games. Les escaliers, ils descendent dans les escaliers. Je vois plus rien. Ah, Mérinol, Je vois plus rien. le Triptych Games, la dernière salle d'arcade de la galaxie. Si t'as vu Pac-Man, c'est forcément là-bas. Je me ferais bien une petite partie de Bomberman. Ouais. Ou de Killer Instinct.
James Cameron est un réalisateur majeur, et c'est d'autant plus impressionnant qu'il n'a pas fait tant de films que cela. Terminator, Aliens, Abyss, Terminator 2, True Lies, Titanic et donc Avatar, je mets de côté Piranha 2 puisqu'il a repris le film en cours de route. Tous ces films sont sortis entre 1984 et 1997, soit autant de temps qui sépare Titanic et Avatar, ces deux dernières œuvres de fiction. Une période durant laquelle il n'a pas chômé non plus, puisqu'en plus de ses films documentaires, le bougre a également signé les scénarios de Rambo 2 et de Strange Days, tout en produisant différents films tels que Point Break ou Solaris, tout ça en prenant le temps d'établir le nouveau record de profondeur en solitaire, par 10 898 mètres de fond. À l'aise. Toujours est-il que force est de constater que pour Avatar, il a pris le temps, énormément de temps. Et c'est tout à son honneur, chose qu'il a réitérée pour les suites dont le deuxième opus n'est sorti qu'en 2022. D'autant plus remarquable que cela se passait dans le cadre d'un système qui commençait à s'emballer et à ne justement plus laisser le temps aux créateurs. Et il en avait de la chance, Jimmy, parce que c'était un vrai luxe de pouvoir faire ça. Mais j'ai le sentiment que cette longue période d'inactivité, elle était davantage due à des ambitions techniques et qu'elle a contribué à minimiser l'attention apportée aux autres aspects. Le défi technique a toujours eu une place importante dans la filmographie de James Cameron. Nombre de ses films ont même marqué l'histoire du cinéma par leur ambition à ce niveau. Sur des aspects pratiques comme Abyss, dont 40% des prises de vue ont été tournées sous l'eau. Des conditions si difficiles que l'équipe rebaptisa le film The Abuse, l'abus, et le fit imprimer sur des t-shirts en plein tournage. Mais aussi au niveau des effets spéciaux numériques, comme dans Terminator 2, où les CGI auront nécessité le travail de 3 entreprises différentes, dont ILM, et coûté 53 millions de dollars, soit plus de la moitié du budget global du film, pour un résultat qui tenait encore la route 25 ans plus tard. On peut donc affirmer que Cameron est un réalisateur qui prend plaisir à proposer un cinéma ambitieux techniquement. Et Avatar ne faisait pas exception, puisque le film avait la prétention de mettre en scène des Na'vi aux visages et aux expressions photoréalistes. Un défi extrêmement complexe à relever pour l'époque, et qui a été déterminant dans les 12 ans d'attente après Titanic, puisque le réalisateur souhaitait attendre que la technologie évolue suffisamment pour faire exister sa vision. Et cette précaution, cette envie de se donner le temps pour un meilleur résultat, il semble qu'il ne l'ait pas eu pour son script, car de son propre aveu, Cameron avait écrit 80 pages en 2 semaines en 1994, puis le script définitif en 4 mois en 2006. Tout le reste du temps consacré au projet l'a été sur des aspects techniques. Et c'est là ce qui différencie Avatar des autres films de Cameron, car auparavant, ses œuvres ne reposaient pas que sur leur dimension technique. Celle-ci servait le récit en apportant le plus qui marquait le spectateur. Le fait que le T-1000 soit en métal liquide n'était pas dû à la seule envie de proposer des effets spéciaux incroyables. Son aspect permettait surtout d'apporter une dimension supplémentaire qui augmentait sa dangerosité, favorisant ainsi la peur des spectateurs face à cette nouvelle menace. Alors que dans Avatar, cette volonté de photoréalisme, avec l'aide des images de synthèse, tient davantage du gadget, puisque rien n'obligeait Cameron à faire ce choix. Un travail de maquillage avec l'ajout d'animatronique et l'aide des effets spéciaux numériques dans des décors réels aurait tout aussi bien pu faire l'affaire. Il me semble qu'ici, Cameron se soit laissé submerger par ses aspirations en termes d'effets spéciaux, délaissant inévitablement le reste et aboutissant à une histoire moins originale que ce à quoi il nous avait habitués. Pour la première fois de sa carrière, révolutionner le cinéma par la technique avait plus d'importance que de le faire par le mythe qu'aurait dû créer son récit. Voilà un scan du bâtiment en temps réel. Il a l'air compliqué ce plan. Non mais j'ai ça sur la gueule depuis tout à l'heure et personne me dit rien. On pourrait passer par là si on désactive la sécurité du bâtiment. Ça nous laisserait un petit peu de temps. Et on se retrouverait à 3 contre 20. Non merci. Ça, c'est pas un problème. C'est pas jouable. J'ai une idée. Le cinéma de James Cameron, c'était aussi un cinéma qui prenait en compte l'humain. Et ce, à un niveau très profond. Une profondeur que l'on retrouvait dans des détails, des gestes. Ed Harris, qui sous la colère jette son alliance dans les toilettes, avant de se raviser et d'aller la récupérer. Ou encore Vasquez et Gorman, qui se sont détestés tout au long d'Aliens, et qui, alors qu'ils vont mourir, trouvent pourtant un moment de communion en agrippant ensemble la grenade qui signe leur trépas. Et des exemples comme ça, il y en a d'autres. Je ne l'ai pas retrouvé dans Avatar. Et c'est assez paradoxal pour un film qui affiche de belles intentions à ce niveau-là. Ce moment où Jake prend possession de son avatar pour la première fois et retrouve la sensation de ses jambes. Tout passe dans ce petit remuement des doigts de pied, dans le râle de satisfaction qui s'ensuit, dans l'engloutissage de ce fruit. Pareil lorsqu'il fait le lien avec le cheval hippocampe, qu'il se connecte à chaque zone de son corps. La mise en scène, en nous mettant au plus proche de chaque partie, nous fait ressentir cette connexion. Et pourtant,
ça marche pas aussi bien. Aussi beau que cela fut, car cela n'a pas duré, ça n'est pas pareil que de vrais corps. Ça n'a pas la même texture, ça n'est pas aussi organique. Et c'est bien là ce qui fait toute la différence. Ces exemples sont obligatoires dans le récit. Voilà l'autre divergence. Il n'y aurait eu aucune implication émotionnelle du spectateur envers Jake Sully si Cameron n'avait pas appuyé sur ces éléments, car nous aurions plus difficilement appréhendé la réalité physique et sensorielle des avatars. Alors que dans les autres films, ce sont des détails qui apportaient un plus. Ce ne sont pas des éléments qui sont vitaux à la bonne compréhension du récit et de ses enjeux. Ce sont des procédés qui dépassent la première grille de lecture des œuvres. Le mariage raté des deux protagonistes d'Abyss est très clair dans le récit. Pourtant, le réalisateur prend le temps d'installer ce petit moment d'intimité qui, en quelques secondes, nous montre que sous les hurlements, il y a encore de l'amour et qu'on est prêt à se salir les mains pour en garder ne serait-ce qu'une étincelle. Et l'œuvre de science-fiction de James Cameron, c'est aussi et surtout des films que j'ai toujours considérés comme étant assez sombres. Une obscurité mise en exergue par la violence extrême qui pouvait apparaître ça et là. Une violence qui nous prenait au bide, qui touchait à des peurs profondes, qui meurtrissait les chairs. Prenons Abyss, une scène de noyade de 2 minutes où l'on assiste impuissant à la suffocation du personnage, suivie d'une scène de réanimation de 4 minutes, d'une intensité rare. Une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma. On suffoque en la voyant. Prenons Terminator 2, où le T-800 nous gratifie d'une séance de chirurgie à domicile durant laquelle rien ne nous est épargné. La réaction des personnages est bluffante. On sent le choc que cela représente pour eux. Terminator 2, toujours, avec la mort de Dyson, père de famille et victime collatérale de sa propre folie. Une folie dont il n'était pourtant pas encore responsable. La mort de cet homme implique tant de choses. On l'a vu quoi? 15 minutes dans le film, mais on l'a vu dans son cadre familial. On sait qu'il laisse femme et enfant. On sait tout le malheur que sa mort va engendrer. On est pleinement impliqué émotionnellement. Et son souffle ralentissant, alors que la vie le quitte, me hante encore. Dans Avatar, ça manque. Y a pas ces petits détails qui donnaient au cinéma de Cameron quelque chose d'unique. Et le rapport à la violence d'Avatar est édulcoré, très classique. Oui, il y a des morts, mais rien d'aussi impactant graphiquement. Oui, il y a des moments touchants ou tristes, mais rien qui me paraisse aussi puissamment évocateur que ce que j'ai pu vous montrer auparavant. Michelle Rodriguez se sacrifie sans que l'on se soit attaché au personnage. Neytiri pleure son père, mais même la meilleure performance capture de cette époque ne pouvait, à mon sens, retranscrire avec autant de force le désespoir que l'on a pu voir dans Abyss. Ce à quoi on assistait avec Avatar, c'était la naissance d'un nouveau James Cameron, tout simplement. Ou bien, peut-être était-ce la naissance d'un nouveau moi.
crois que ça marche pas trop sur moi. Comment? Quoi? C'est pas beau? Si, c'est parfait. Oui, faisons comme ça. Avatar est sorti à l'époque où j'étais en pleine mutation dans ma manière d'appréhender les films. Là où avant j'étais plutôt bon public, à ce moment-là, de nombreux films que j'attendais se sont révélés être de sacrées déceptions. Si je pouvais déjà être critique sur des histoires trop convenues ou des aspects techniques qui n'avaient pas eu l'attention qu'ils méritaient, je n'analysais que peu la grammaire cinématographique ou les mécanismes scénaristiques qui permettaient de susciter l'émotion chez le spectateur. Et Avatar a vraiment été un déclic à ce moment-là. Parce que la déception qui a été la mienne m'a poussé à m'interroger sur le pourquoi. C'est à partir d'Avatar que j'ai commencé à questionner mon rapport au cinéma, à étendre mes clés de lecture, à ne plus uniquement regarder les films à l'aune de mes émotions, mais aussi explorer ce qui les suscitait. Et la vérité, c'est que si j'avais été aussi dur avec Avatar à l'époque, c'est tout simplement parce qu'il était ma première vraie grosse déception cinématographique. Une désillusion accentuée par le fait qu'elle était le fruit d'un homme qui avait commis un sans faute jusque-là. Avatar m'a permis de questionner mes idoles, à remettre en question ce qui me semblait sacré. Et le cinéma de Cameron, tout comme celui de tant d'autres, l'était à mes yeux. Mais cette sacralité n'a aucune valeur si elle ne peut être remise en question lorsqu'elle le mérite. Car on se doit justement d'avoir un œil critique aiguisé sur les choses que l'on apprécie le plus, de les bousculer et de les confronter à leurs propres incohérences. Après 12 ans de développement, je considérais qu'Avatar aurait dû proposer autre chose qu'une relecture de Pocahontas, qu'il y avait là l'occasion de proposer un grand récit d'aventure, plus complexe que le manichéisme qui nous a été offert, que le film aurait dû compter sur autre chose que sa quête d'une révolution technique pour exister. Mais aujourd'hui, j'ai un regard plus bienveillant sur le film. Je lui reconnais un scénario bien écrit, qui brasse et digère des mythes et des symboliques universels qui peuvent tous nous toucher. Et ça n'est pas dû uniquement au fait qu'à sa suite, on se soit tapé des films de plus en plus vides et insignifiants. Non. Ce qui fait que mon ressenti soit moins virulent, c'est tout simplement parce que depuis quelques années, et toute proportion gardée évidemment, eh bien, je suis passé du statut de spectateur à celui de créateur. Et il est inévitable que ce changement de paradigme ait profondément modifié ma manière d'appréhender les choses. Que je ressente davantage d'empathie pour les réalisateurs et leurs équipes, puisque je découvre chaque jour de nouveaux problèmes auxquels peuvent être confrontées des personnes ayant un minimum d'ambition créative et le sens du travail bien fait. Au niveau de la logistique, des financements, des moyens techniques, des plannings, du stock de café. Le processus créatif, quel qu'il soit, est une épopée complexe. Il est très rare que l'on ne soit pas obligé de faire des compromis, que notre œuvre ne nous échappe pas en dépit de tout ce qu'on aura pu mettre comme chance de notre côté. Et de plus en plus conscient de cela, il m'est des fois difficile de ne pas rechercher des excuses à certains projets. Toutefois, je ne pense pas être devenu moins exigeant. Au contraire, je le suis bien plus. Mais peut-être suis-je aussi devenu plus sage. Pourtant, il y a un aspect qui reste d'une importance capitale pour moi. Le respect du public. J'attache beaucoup d'importance à la vision et au travail d'un auteur. Mais j'en ai une conception qui est fortement liée à l'effort et à la souffrance. Deux dimensions qui, je pense, sont primordiales pour prouver au spectateur ce respect que doit lui témoigner tout créateur. Cela devrait être à la base de toute réalisation artistique, et malheureusement, il y a des œuvres devant lesquelles il me semble absent. Mais face à la longue liste de raisons qui pourraient me faire penser qu'on se fout de notre gueule, logique mercantile, fanservice putassier, propos édulcorés, etc., je ne pense pas que ça soit le cas d'Avatar. Et s'il n'a peut-être pas la formidable rugosité des autres films de Cameron à mes yeux, j'ai tout de même le sentiment que ses créateurs se sont donné corps et âme pour nous offrir une expérience unique. Et le fait que cela n'ait pas vraiment fonctionné sur moi ne me paraît plus aussi important qu'avant, car c'est davantage ce lien social que nous allons toutes et tous partager en débattant sur ce film qui me semble primordial aujourd'hui. Pas nos avis respectifs sur celui-ci, la communion plutôt que l'individualité. Et ça, c'est exactement ce que défend Avatar. Pour espérer vivre dans un monde plus juste, condition sine qua non à notre propre survie, il faut chercher à pleinement comprendre l'autre. Il faut littéralement se mettre à sa place. Tu es prêt?
Avoir cette capacité à communiquer et à faire preuve d'une empathie extrême afin de ressentir les choses telles que les autres les ressentent. Savoir remettre en question son propre ego. J'ai besoin de toi. Sa propre culture, son groupe, pour embrasser l'ensemble de nos semblables. Et ce respect, cette connexion, nous espérons que vous l'avez aussi ressenti avec cette trilogie d'épisodes qui touche à sa fin. N'oubliez pas que sans vous, nous ne sommes rien. Citoyennes et citoyens, merci pour votre écoute et à très bientôt sur le Nexus 6. Tu es magnifique. Des années durant, je t'ai cherché. J'ai tout sacrifié pour te retrouver. Ma vie, celle d'autres personnes. Et j'en aurais détruit bien plus s'il avait fallu. Tu vas bientôt remplir ton rôle. Toi et moi, ma femme. Merci de vous joindre à moi en ce grand jour. Depuis bien trop longtemps, notre foi est moquée dans toute la galaxie. Nos croyances traînées dans la boue, nos fidèles insultés, des illuminés, des traîtres. Voilà de quoi l'on nous traite. Mais, je vous le dis, ceci n'est pas une insulte, car c'est exactement ce que nous sommes, des êtres touchés par la lumière. Aujourd'hui, enfin, il est grand temps de leur montrer la beauté de nos dogmes. Car oui, nous avons trouvé celui qui nous assurera notre victoire. Ne soyez pas leurrés par sa forme charnelle. Cet être est le dernier représentant des Conyx. Et sa puissance sera bientôt nôtre. Nous ne ferons qu'un.
Slexno? Tu m'expliques? L'électronique, c'est pas mon truc. Notre foi est bien trop grande pour des êtres aussi misérables que vous! Pauvre fou. Toi non plus, tu n'avais rien compris. Vous ne pouvez plus rien faire maintenant. C'est fini! C'est impossible! Planquez-vous. Qu'est-ce que tu vas faire?
Faudra que tu nous expliques 2-3 trucs. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas servi à grand-chose dans cette histoire. Mais comment tu fais pour sortir une glace à l'eau? Ah! For the light, I know how far we came, and about this we claim the solar system is not enough. 'Cause I feel the same since we teamed up. The road is going out all names. The soul is comes and goes again. All the way back home, we look into the night. I know how far we came, and the foes that we fight, the solar system is not enough. 'Cause I feel the same since we teamed up. The road is going out all names. The soul comes and goes again. If we lose our way, we still got one place to belong again. Good old Nexus 6 all the way back home. If we lose our way, we still got one place to belong again. Good old Nexus 6 all the way back. Qu'est-ce que c'est? Non.